Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le débrief revient ce mardi 26 novembre pour un autre numéro. Nous sommes ravis d'être des vôtres, nos invités également. À la une de l'actualité, nous sommes en plein dans la semaine du foncier. Le gouvernement camerounais qui scrute l'état des lieux, les enjeux et autres paramètres liés au foncier dans un contexte de développement durable. Nous allons en parler, ce qui est sûr, dans cette émission, le débrief, peut-être une prochaine fois. Mais pour ce soir, on parle de la place du dialogue dans le processus électoral. Le dialogue, très important, nous sommes en année préélectorale, si on peut le dire ici. Aujourd'hui, le compte à rebours est donné. Nous sommes à quelques mois seulement de la présidentielle prochaine, prévue en octobre 2025. Et le prétexte de ce thème est la tenue ce jour de la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre l'organe en charge de l'organisation de la gestion des élections au Cameroun, à savoir ELECAM, et les autres acteurs du processus électoral. La concertation se tient sur le thème « Le dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique ». Alors, question, de quel dialogue parle-t-on? De quels acteurs parle-t-on? Quels sont les enjeux derrière l'organisation de pareilles concertations? Et l'ELECAM n'est-il pas juge et partie à travers de tels mécanismes? Nous allons en parler avec notre panel savamment trié sur le volet. À suivre également dans cette émission des échos d'Elections Cameroun, en tout cas de la concertation qui s'est tenue aujourd'hui avec l'absence d'un acteur majeur du paysage électoral au Cameroun. Il s'agit du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'un des principaux partis d'opposition. On devrait également avoir dans la suite de ce programme les nouveaux chiffres annoncés par le directeur général des élections, Éric Essousset, quant au fichier électoral. Après l'exclusion de près de 120 000 citoyens pour des causes qui ont été données comme l'absence d'empreinte digitale. À suivre également l'examen de la participation des femmes et des jeunes à la prochaine élection présidentielle. Et sans transition, je m'en vais présenter les invités, les experts sur lesquels on devrait s'appuyer pour pouvoir avoir un peu plus de lumière sur la thématique du jour. Et je commence par ma droite, Hilaire Kamga, très connu du public camerounais. Il est expert dans les questions électorales. Il a plusieurs casquettes, mais c'est celle qu'on retiendra pour l'instant. On a envie tout de suite de lui dire bonsoir, de lui souhaiter la bienvenue. Et puisqu'on sait qu'il porte la voix d'un mouvement, notamment 15 millions de soldats électoraux, on va lui demander comment se porte le projet jusqu'ici. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été adressée. C'est avec plaisir toujours, quand je suis au Cameroun, de revenir sur ce plateau de Canal 2 que j'apprécie aujourd'hui, qui a pris une grande dimension désormais et qui s'arrime à des normes internationalement acceptées pour les médias de sa taille. Merci. Donc je suis ravi d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Le mouvement 15 millions de soldats électoraux, je crois, il se porte bien. Et puis les informations que vous venez de donner par rapport à la concertation en vue traduisent une fois de plus le fait qu'il y a une évolution vers l'atteinte des chiffres que nous envisageons atteindre dans le cadre de cette opération qui a été lancée il y a quelques mois de cela. Donc c'est avec plaisir que je suis là parce que c'est tout cela qui va contribuer à pouvoir permettre aux Camerounais de pouvoir goûter à l'alternance politique qui est attendue et au changement du système qui aura effectivement et indéniablement, qui sera indéniable dans les années ou dans les mois à venir, bien entendu. À votre suite, je présente Faustin Etouké. Il est épistémologue. Il nous dira de quoi il en ressort. C'est un bien grand mot pour de nombreux Camerounais, mais retenons qu'il est également moniteur de sciences politiques. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Faustin. Merci Janice. Merci à Canal 2 pour l'invitation. Toujours aussi ému par le cadre? Bon, un grand bravo à votre manager, Merci. Monsieur Chatué, je crois,
le studio que je découvre aujourd'hui n'est pas celui dont j'ai été familier. Oui. J'étais très familier, c'est très grand, ça fait vraiment standards internationaux. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Canal 2, bonjour aux co-panélistes en studio, Hilaire, Émile et puis Dieudonné, tous des visages connus. Rapidement... épistémologue. Oui, la science est subversive, ça il faut le savoir. La science n'a jamais fait bon ménage avec la société, encore moins avec les politiques. Donc, il y a des façons de rendre la science supportable. C'est un peu comme du journalisme scientifique, c'est montrer un peu les côtés chics, les côtés supportables de l'activité scientifique qui est subversive. Subversive, pourquoi? Parce qu'en science, on part du principe que les hypothèses bougent. Les idées que j'ai aujourd'hui, je sais qu'elles vont bouger dans 6 mois, 1 an. Elles vont s'affiner. Mais une société n'est pas faite pour bouger, une organisation n'est pas faite pour bouger. Donc, quand vous êtes en famille avec vos enfants, les valeurs que vous leur imprimez n'ont pas vocation à bouger. Si vous mettez la science dedans, ça vient contrebalancer un peu votre pouvoir. C'est vrai dans une église, c'est vrai dans une association, c'est vrai dans un pays. Donc, la science est fondamentalement subversive. C'est pour ça que les gens s'en méfient énormément, les politiques notamment. Bon, nous sommes un pays assez neuf, nous sommes un pays assez en retard, donc si nous voulons rattraper certains standards, malheureusement, il faut pouvoir diluer suffisamment ce que nous croyons comme connaissance profonde et tout. C'est à ce moment que l'épistémologie peut être très utile pour des pays subsahariens comme le nôtre. En Occident, ils n'en ont pas tellement besoin, vous voyez, parce que... on en parlera quand on parlera justement du dialogue électoral, mais nous avons un pays où nous devons muer à vitesse humaine. Nous devons changer des choses assez rapidement parce que nous sommes suffisamment en retard. L'épistémologie est donc pour un négro-africain comme un subsaharien un outil non négligeable. Et même si donc on dit parfois des choses qui sont difficilement supportables parce que nous aimons nos croyances. En tout cas, la science nous emmène ce soir dans les couloirs de la gouvernance, dans les couloirs du dialogue, dans un contexte de processus électoral qui aujourd'hui est imminent. On est même en plein dedans. L'un des acteurs dans ce schéma-là, c'est Dieudonné Essomba, pas celui qui est habituellement connu des plateaux télé. Lui, c'est bien Joseph Atemengue Essomba. Il est le président du Parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun, en abrégé PDCC. Bienvenue. Merci Janice. Bien que moi c'est Dieudonné. Oui. Dieudonné Essomba, non Joseph. Merci, merci. Un simple lapsus. Merci. Comment se porte le PDCC aujourd'hui? Jeune bien. parti, 1 an d'existence, validé par le ministre de l'administration territoriale. Bon, en fait, jeune parti, oui, c'est vrai, mais... Officiellement, sur le plan légal, nous sommes légalisés depuis 1 an environ, mais c'est un parti qui a déposé ses dossiers auprès du MINAT il y a environ 3 ans et demi, 4 ans. oui. Et merci de l'invitation. Je vous en prie. Et le dernier protagoniste, Émile Messi, qui nous a rejoint, c'est un acteur politique, membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir Janice, bonsoir au panel, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Par le temps, j'avais déjà félicité, j'avais déjà salué, apprécié à sa juste valeur cette somptueuse salle, ce studio à la dimension des studios modernes. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos invitations et surtout de porter la modeste voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour dire que je suis content d'être là, mais un peu peiné lorsque vous avez dit quelque chose qui m'a un peu tiqué tout à l'heure. Oui. Notamment, vous avez qualifié d'acteurs majeurs des partis qui seraient absents du processus de dialogue en ce moment. Je dis, peut-être vous l'avez dit comme ça. Parti politique majeur de l'opposition. Oui, je ne sais pas, vous avez choisi des termes, peut-être qui vous engagent, mais en tant qu'homme politique, c'est un parti politique comme tous les autres Tout partis. n'est que perception, qui a la Émile. liberté d'aller au dialogue électoral, Oui. d'aller aux élections comme par le passé ou de ne pas y aller. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez qualifié de majeur. Parce le que- MRC, c'est un parti politique comme tous les autres. Merci. Mais il y a un merci. baromètre qui détermine
le poids d'un parti politique. Oui. Et il me semble qu'aujourd'hui, ces paramètres-là, le MRC ne le remplit pas. Parmi lesquels? Parmi lesquels le suffrage. Lorsque vous êtes allé à une élection, on voit votre taille de suffrage. Les élus, au niveau communal, au niveau de la... Mais il y a d'autres paramètres qui entrent en considération lorsqu'on veut citer d'autres partis politiques. C'est pour cela que je veux aussi dans des paramètres les plus connus et les plus vulgaires. En tout cas, si on parle de 3 partis politiques d'opposition au Cameroun, le MRC en fera forcément partie. Vous avez certainement vos arguments, mais je vous donne des éléments qui permettent de qualifier ou de quantifier un parti politique par rapport à son poids national, c'est-à-dire des élus. Pour le moment, le MRC n'en a pas. Et il reste un parti politique comme tous les autres. C'est compris, mais je garde cette dénomination de parti, l'un des partis majeurs de l'opposition camerounaise. Vous avez tout à fait raison. Oui, Hilaire Kamga, vous souhaitiez réagir? Non, même si ce n'est pas le débat du jour. Oui, ce n'est pas le débat du jour, mais simplement, à mon avis, je voudrais quand même, peut-être pas rappeler, indiquer que le mot prononcé par la journaliste est totalement à sa place. Personne, je ne veux pas dire de sérieux, mais personne qui n'est pas habité par un autre, et ça vous l'êtes parce que vous êtes partie prenante au jeu politique, personne qui voudrait dire quelque chose de sérieux ne pourrait dire que le MRC n'est pas un parti majeur. C'est un parti majeur, et même par rapport aux critères. Il faut bien rappeler ici que, pour ceux qui ne savent pas, ils n'ont pas écouté parce que cette chaîne est regardée partout dans le monde. J'ai un ami qui est en Corée actuellement, les Coréens qui sont là et qui comprennent le français doivent savoir que le MRC était à la dernière élection présidentielle et est sorti deuxième parti, est sorti deuxième sur le suffrage, puisqu'on parle du suffrage. Donc aujourd'hui, officiellement, après le RDPC, c'est le MRC, dont c'est un parti majeur, ne serait-ce que par sa représentation par rapport à ceux qui, en 2018, ont voté pour ce parti. Donc, de ce point de vue, l'expression n'est pas galvaudée. Merci. Il faut dire que c'est un enseignant de droit électoral qui parle là, et donc il est la source compétente pour s'exprimer sur la question. Je vous en prie, Émile. On vous a écouté. Il n'est pas question de dire que c'est un enseignant qui a fait ceci. J'ai donné mon avis. La précision en vaut la peine. J'ai dit, après l'élection présidentielle de 2018, il y a eu d'autres élections en 2020, notamment les élections de février 2020, municipales et législatives. C'est compris. Où nous avons d'autres forces politiques qui sont allées à ces élections et qui ont engrangé des suffrages et des élus. Parmi ces partis politiques-là, le MRC n'en fait pas partie. C'est compris, Émile Messi. Le MRC sans élus... La seule élection nationale, c'est l'élection présidentielle. C'était l'élection présidentielle. Mais j'ai dit c'est un parti politique. Je vous en prie, le débat ne porte pas sur le MRC. Un peu plus loin par rapport à tous ces détails-là. On ne va pas maintenant. C'est compris. C'est compris, Émile Messi. Arrêtez les histoires de mon master. Nous sommes tous des enseignants en plus. Donc j'ai donné mon avis. Il a donné son avis. Je crois qu'on s'attend. Vous n'allez pas menacer les protagonistes. Non, vous vous sentez peut-être frustré. Je ne suis pas frustré. Ce n'est pas le débat du soir. Tient. Je vous en prie, permettez qu'on poursuive le cours normal de cette émission pour entrer dans le vif du débat. Le dialogue aujourd'hui comme l'une des conditions sine qua non de la tenue d'élections apaisées. Vous gardez la parole, Hilaire Kamga. S'il faut parler justement du dialogue qui est aujourd'hui brandi par Elections Cameroun, 2 éditions déjà qu'on réunit les acteurs politiques nationaux venus de tous bords, partis politiques, organisations internationales, organisations de la société civile et autres acteurs indépendants, hommes de médias également, pour participer à ce dialogue. De quoi a-t-on peur? Quelle est la nature du dialogue et ses modalités, s'il fallait... D'abord, il faut peut-être faire une précision. Le dialogue c'est pas la 2e édition, peut-être la 10e édition de la plateforme. Oui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de dialogue qui est inaugurée. Qui a été institutionnalisée. Institutionnalisée sous le label de plateforme. Mais il faut noter que le dialogue, qui est prévu déjà dans les textes légaux en matière électorale, est quelque chose qui existe depuis la création d'Élections Cameroun. Ça, c'est clair, parce que c'est dans les textes. C'est-à-dire la rencontre que le Conseil électoral doit organiser à l'attention des acteurs de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. C'est dans les textes, et si on venait faire l'inventaire, on va dire que pratiquement tous les ans, ils en ont tenu depuis la création d'Élections Cameroun, qui est venu remplacer l'ONEL, créé en 2000, donc depuis l'avènement en 2006 de l'Élection Cameroun. Maintenant, on a trouvé une autre forme, qui est intitulée la plateforme,
et dans le cadre de plateforme, il y a ce dialogue. Le dialogue a pour but, je crois, de déconflictualiser le jeu électoral et de permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir se regarder en face et de poser les problèmes en direct. Je crois que sa source aussi, ça doit copier, c'est créé pour essayer de copier sur la palabre africaine. C'est-à-dire que vous avez beau bavarder quand vous êtes seul, lorsque vous vous retrouvez au pied de l'arbre avec vos protagonistes, vous êtes obligé de vous comporter, comme on dit, pour emprunter au jargon très connu au niveau national. C'est-à-dire que face aux autres, vous avez intérêt à pouvoir mesurer le type de discours que vous avez tenu parce que les autres vous tiennent en respect. On n'a pas besoin d'un procès verbal fondamental pour attester ce qu'on aurait décidé. On a seulement besoin que chaque acteur puisse regarder l'autre et dire en face qu'est-ce qu'il a comme problème. Et donc, en cela, on peut dire que c'est quelque chose d'intéressant. Mais simplement, dans le fond, pour nous, en tant qu'expert électoral, je voudrais dire que j'ai toujours des problèmes, et je l'ai toujours dit, parce que je pense que certains dialogues peuvent se dérouler quand je ne suis pas là ou indisponible, mais j'ai toujours été à tous ces dialogues depuis le lancement des dialogues, parce que nous avons œuvré pour la création justement de cet organe qui est l'élection de Cameroun. Donc, de ce point de vue, je voudrais dire que le dialogue, dans sa conception actuelle, ne peut avoir pour seule finalité que de permettre à ce que les acteurs se regardent les uns face aux autres pour pouvoir dire, voilà le problème que je pose, qu'est-ce que tu donnes comme réponse à ce problème, comme naturellement le problème des personnes qui ont été éliminées des listes parce qu'elles n'ont pas, au motif que les empreintes digitales n'avaient pas été conformes ou autres. Donc en cela, le dialogue peut être utile, mais simplement, ça ne remplace pas le cadre de dialogue que nous, on aurait souhaité. Parce que Eleka va nous dire qu'au niveau régional, il y a aussi des dialogues régionaux qui existent pour essayer de permettre aux acteurs de se rencontrer. Mais je peux vous dire ici, et tout le monde, tout acteur sérieux, l'admettra qu'en une journée, il n'est pas possible que l'ensemble des parties prenantes aux élections puissent effectivement dialoguer. Une journée ne peut pas suffire pour dialoguer. Une journée, c'est pour une cérémonie protocolaire essentiellement, et pour que chacun pose son problème, mais pas pour qu'on dialogue. Mais il n'est pas question de refaire un grand dialogue national. On n'a pas besoin de faire un grand dialogue, on a besoin de créer un cadre de concertation qui permet aux protagonistes de discuter. Donc le dialogue veut dire dialogue, c'est-à-dire chacun parle, l'autre répond. Au moins. Donc on ne peut pas le faire en une journée lorsque vous avez tous les protagonistes du système électoral. Ça veut dire que l'organisateur des élections qui est l'élection de Cameroun, le MINAT qui est partie prenante aux élections, les partis politiques, la société civile, les médias, et le ministère de la Communication qui est partie prenante, le système judiciaire qui en fait des parties prenantes, la communauté internationale qui est partie prenante aux élections parce que leur voix compte, tous ces différents acteurs qui sont au moins 8 types d'acteurs ne peuvent pas en une journée dialoguer. Ils peuvent communiquer. Chacun peut donner une communication, mais il ne peut pas avoir de dialogue. Donc on doit changer d'expression pour qu'on ait un cadre de dialogue réel qui permet qu'en une semaine, on discute véritablement des questions électorales et que les perdièmes ne soient pas une raison pour ne pas laisser dialoguer sur le système électoral et sur la participation aux élections. Émile Messi, vous sembliez très enclin à prendre la parole. Vous l'avez à présent pour donner votre lecture de ce rassemblement d'acteurs qui réunit dans le cadre de cette plateforme-là, pour la deuxième édition en tout cas, les acteurs pour un dialogue et pour prévenir d'éventuels conflits dans le cas des élections qui arrivent. Non, vous savez, l'ECAM est un acteur majeur du processus électoral. Et comme vous le savez bien, cet organe est généralement aussi pris à partie, soupçonné pour sa neutralité ou supposé ou non. C'est un nombre de choses. Et il me semble qu'il était justement temps pour que cet organe amène des acteurs politiques autour d'une table, pour qu'effectivement certains points d'homme soient clarifiés. Qu'est-ce que cet acteur majeur, cette institution qui a la responsabilité de conduire le processus électoral, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que les acteurs, les partis politiques, la société civile, l'État, et ainsi de suite, quelles sont les attentes? Il était donc question, à mon avis, avant des élections, nous sommes là en période, les inscriptions vont reprendre bientôt. Il y a le fichier, il y a des résultats, il y a des noms qui ne sont pas sortis. Le processus même, je dis qu'il était vraiment temps pour que tous ces acteurs-là s'asseyent et que les CAM disent
comment ça se passe. Parfois aussi, c'est de mauvais procès qu'on fait à l'ECAM. Parfois, ce qu'il ne fait pas, on pense qu'il fait. Maintenant aussi, l'ECAM a le devoir de dire que voilà ce que j'attends de vous dans ce processus électoral. À quelques mois des élections, qu'est-ce qu'on fait avant ces élections? Voici ce que j'attends. S'il y a des zones d'ombre, vous les posez. Et je pense que, comme il a dit, ça participe justement à rétablir la confiance entre des acteurs d'un côté et les CAP de l'autre côté, pour que, en allant aux élections, qu'il y ait ce contrat de confiance, de telle sorte que les résultats issus de ces élections soient de moins en moins contestés et que ces résultats reflètent la volonté, l'expression du peuple qui aura choisi des candidats. Je crois que c'est vers là que nous allons pour que, ensemble, ce consensus, nous aurons un minimum de consensus avant, pendant et après, de telle sorte que ce contrat électoral soit respecté aussi. Un contrat électoral qui est quand même entaché d'un scandale, notamment l'affaire des 120 000 citoyens inscrits sur les listes qui auraient malencontreusement ou alors mystiquement disparu des listes. Permettez que j'aille jusqu'au bout de ma question du fichier électoral et qui aujourd'hui, contre toute attente, ont été rétablis, si on peut le dire. La position de l'ECAM a été reconsidérée et le directeur général des élections, Éric Essousset, qui annonce de nouveaux chiffres concernant le fichier électoral. Quelle est la lecture? C'est justement ce que j'appelle les mauvais procès. En réalité, l'ECAM a avoué qu'il y a eu des incorrections, qu'il y a eu des manquements dans ce fichier. L'ECAM n'a jamais nié cela. Des manipulations? Les affaires d'empreintes. Il avait dit, moi je suis ces informations-là régulièrement. Et je crois que cela participe donc de cette volonté, cette manifestation de la bonne foi aujourd'hui que les CAM disent que effectivement les 120 000 qui étaient dans les problèmes, dans des situations, ont été réintégrés dans le fichier. Je crois que donc on a retrouvé les empreintes. Non. Le problème est celui-ci. Je ne communique pas pour les CAM, mais je suis un acteur politique qui essaye... Un observateur de la scène politique. Un acteur politique, puisque moi-même un ancien élu, qui observe les choses et qui pense que l'ECAM a la bonne foi dans ces conditions-là, de travailler avec tous les acteurs. L'ECAM ne devrait pas travailler seul. C'est ces acteurs politiques qui peuvent donc faire des observations, évidemment, que l'ECAM prend en compte pour des éventuelles corrections. C'est tout à fait normal, il n'y avait pas de scandale en tant que tel. Et c'est ce que j'appelle des mauvais procès. Donc l'ECAM aujourd'hui est disposé à dialoguer pour que s'il y a des manquements de part et d'autre, qu'on les corrige. Faustin Etouké, votre regard sur ce dialogue entre acteurs qui visiblement aujourd'hui a porté du fruit avec cette annonce majeure d'Elections Cameroun. Ils ont reconsidéré l'inscription de 120 000 électeurs au fichier électoral. Alors, si vous permettez une seconde pour communiquer les nouveaux chiffres, les statistiques qui ont été données ce jour, après traitement, Éric Essousset décompte un total de 7 739 817 inscrits, dont 377 942 nouveaux inscrits. On compte plus de 3 millions de femmes, plus de 2 millions de jeunes et 33 835 personnes handicapées. Votre regard? C'est encouragé. Dans une perspective pédagogique, c'est encouragé. Le thème, il sonne là dans mes oreilles, dialogue électoral pacifique pour pilier gouvernance démocratique. On va faire comme si on était déjà un pays un peu développé. Et donc, lorsqu'on parle d'élection, lorsqu'on parle de dialogue, c'est un peu une tautologie. C'est-à-dire le dialogue est constitutif des processus électoraux. C'est constitutif de ce qu'on appelle la sportisation de la vie politique. Quand on dit sport, vous voyez des adversaires, pas des ennemis. Les termes sont importants. Au football, vous avez des adversaires. Vous voulez gagner, mais vous ne voulez pas les tuer parce que l'ennemi, on cherche à l'éliminer. Et donc, dans un environnement politique normal, on a des adversaires. On sait qu'on peut gagner, on peut perdre, on peut gagner, on peut perdre. Donc c'est un peu... bon, ceux qui théorisent les sciences politiques parlent souvent de la discrimination de l'ami et de l'ennemi.
En principe, dans un processus électoral, on n'a pas d'ennemis. Bien. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, M. Trump vient de gagner. Dans 4 ans, ça peut changer. Là-bas, il y a des adversaires politiques. Bien. Ici, chez nous, ce n'est pas encore malheureusement le cas. Et c'est là où on va commencer peut-être à mettre un bémol. C'est-à-dire, les enjeux sont tellement abrupts. Les gens savent, soit on gagne tout, soit on perd tout. Nous avons donc des scènes politiques où nous avons des gens qui se regardent comme des ennemis. Et si ELECAM, de manière proactive, commence à penser des mécanismes, utiliser des mots pour anticiper sur une probable déflagration de violence ou de remous sociaux d'ici 11 mois, en octobre de l'année prochaine, ça peut ne pas être gratuit. Maintenant, ce qu'on dira, c'est que les efforts d'ELECAM, est-ce qu'ils peuvent porter des fruits? Je suis citoyen camerounais, j'aspire énormément à la paix. Je voudrais bien dire oui par le cœur, par l'envie, mais par la rationalité scientifique. On dira que ce sera un peu difficile parce que nous sommes dans un environnement où les contraintes anthropologiques pèsent plus que notre volonté. C'est-à-dire, nous sommes tous autour de cette table, vous êtes là, et l'ELECAM elle-même est un acteur, mais il y a des contraintes anthropologiques qui font en sorte que, même si l'ELECAM avait de la volonté, la sportisation de la vie politique au Cameroun, parce que c'est ça qu'il s'agit. Vous parlez de dialogue, vous parlez d'élections. Est-ce que nous pouvons sportiser la vie politique au Cameroun? Est-ce que nous pouvons aller dans des processus où les acteurs s'affrontent comme si c'était un sport, comme si c'était un jeu, et non pas comme si toute la vie en dépendait? Mais justement, vous voyez au Cameroun, soit on gagne tout, soit on perd tout, et vous verrez que les partis dits d'opposition, je ne sais pas trop ce que c'est un peu dit au Cameroun, l'opposition existe dans les théories politiques, dans les pays, mais bon, ici chez nous, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous verrez que ceux qui disent, par exemple, qu'ils sont contre le parti qui est au pouvoir ou proche du pouvoir, où les gens vont encore jouer avec des termes, oui, ils ont du mal à se mettre ensemble. Ils ont du mal à se mettre ensemble, pourquoi? Parce que véritablement, on se dit, bon, c'est la personne qui sera devant qui va tout manger, qui aura toutes les prébendes. Mais Faustin, est-ce que le fait d'institutionnaliser même ce dialogue-là, au lieu d'éloigner le spectre des conflits post-électoraux ou alors ceux qui se viennent pendant même les élections, au lieu de l'éloigner, ne fait pas que dessiner le diable sur le mur finalement? Oui, mais comment on peut éloigner ce qui est structurel? Les Américains ne font pas semblant d'être Américains. Et je vais vous montrer un exemple parce que la science est un peu, on va dire un peu... Un Américain normal, c'est un peu comme un mouton de Panurge, c'est comme un Français. Il ne se demande pas pourquoi il est Américain, un Français ne se demande pas pourquoi il est Français. Ils ont voté, ils trouvent ça normal. Les Français, il y a quelques mois, ils sont allés à l'Assemblée nationale refaire leur carte. Ils trouvent ça normal. Il y a 3 siècles, ça n'existait pas, vous comprenez. Nous, au Cameroun, ce qui est normal dans notre normalité, je vais vous dire, le Cameroun, c'est un peu nouveau, c'est un peu construit, c'est un peu artificiel. Un Français, un Américain trouve normal d'avoir 3 centres de pouvoir dans sa société. C'est-à-dire, il trouve normal que dans sa société, la régulation de la vie publique puisse obéir à 2-3 forces différentes. On parle de républicains, de démocrates. Il trouve ça normal. Il ne se pose pas de questions. C'est un épistémologue américain qui dirait, bon, il faut savoir qu'il y a 60 ans, ce n'était pas comme ça. Mais l'Américain normal ne se pose pas de questions. Il vit sa vie comme elle vient. Au Cameroun, donc, est-ce que nous pouvons avoir quelque chose comme ça? Je vous réponds tout de suite, non. Oui. Je suis un gars Mbo, nous sommes les Mbo Koki. Ma mère est du Mbam. Dans mon air, dans ma cosmogonie, dans la vie publique, on connaît un seul centre de pouvoir, la case du chef. Chez vous, c'est pareil. Or, ce monde moderne qu'on appelle Cameroun, on veut nous faire croire qu'il y a 3 cases publiques qui peuvent réguler la vie publique. C'est-à-dire ceux qui vont faire, par exemple, les députés, les sénateurs, le palais présidentiel où on va réguler les lois, et puis ceux qui vont rendre la justice. Ça fait 3 centres bien distincts que nous essayons d'intégrer. Et pour faire marcher ces 3 centres distincts, on vous dit qu'il faut un moteur de régulation où les gens arriveront par le suffrage populaire. Le suffrage populaire ne signifie rien dans mon village et dans votre village. C'est pour ça qu'on est en république et pas dans la société traditionnelle. Ah oui, mais nous sommes en république dans les discours, on va dire, cosmétiques. C'est un peu comme du vernis.
Fondamentalement, un Camerounais appartient d'abord à sa cosmogonie tribale, où les processus électoraux n'existent nullement. Merci. Et si vous vous rappelez, donnez-moi encore quelques secondes, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean de Dieu Momo. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est un avocat assez brillant. C'est-à-dire, c'est un gars qui a des arguments incisifs quand il décide de défendre un client. C'est un bon avocat. Bon, avant, il défendait la société, si vous voulez, comme un certain Onan Guini. Aujourd'hui, il préfère défendre autre chose, comme justement ce même Onan Guini. Et il a pris un argument assez viral. Justement, il y avait les célébrations du RDPC, là, je crois, en mars. Il a dit, bon, les gars semblent dire que le monsieur est fatigué, il doit se reposer et tout. Pourquoi vous ne dites pas la même chose à leur majesté, leur. Depuis qu'il a eu ce discours viral, il y a des choses qui ont quand même baissé. C'est pour dire quoi? Un gars va dire je suis de tel parti et tout, mais il reconnaît qu'au fond de lui, il va d'abord dire je suis bantou. Chez nous, les bantous, on ne discute pas le chef, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de. Donc cet ancrage anthropologique phagocyte la vie publique Et les nationale. initiatives qui peuvent être Et prises. toutes les initiatives qui vont être prises d'une manière ou d'une autre, même les acteurs, même s'ils sont de bonne foi, je dis même s'ils sont de bonne foi. C'est votre lecture. Là, ils ne sont même pas tout à fait de bonne foi. Ça veut donc dire, nous sommes dans un jeu de dupes où gagnera celui qui en fait a déjà gagné. Les autres vont accompagner et essaieront de tirer les meilleurs marrons du feu. S'il faut être froid, c'est ça. Bon, maintenant, la vie, puisqu'elle n'est pas toujours froide, si on ne rêve pas, la vie n'a pas de goût. Donc, on va essayer de mettre l'espoir du petit changement, de l'alternance. Merci, Faustin. Mais au fond, d'accord. Dieudonné Essomba, président d'un jeune parti politique, vous auriez souhaité être à ces assises-là, à ces travaux-là? Bon, je commencerai par dire que l'ECAM, déjà au niveau communal, l'ECAM, il y a les séances sont collégiales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs. L'autorité administrative, donc le sous-préfet, est souvent représenté à ces assises. Au niveau communal, et les CAM, les partis politiques, c'est-à-dire les acteurs politiques au niveau communal. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce sont les assises habituelles. Ce que nous pouvons souhaiter, ou que nous pouvons présenter comme doléance, c'est qu'à l'issue de cette assise-là, qu'elle ne soit pas juste cosmétique, qu'on puisse voir qu'à la fin, bien que l'année prochaine, qu'un parti politique ne conteste plus les statistiques de l'ECAM. Et dans cet environnement où ça bouge, où l'ECAM se mobilise, où les acteurs, comment vous un mois et demi, quand M. Eric Essoussa avait donné ses statistiques, plusieurs partis politiques avaient un peu contesté. Vous vous rappelez aussi, environ 4 mois, il y a même un élu, un maire du RDPC, qui s'était, je pense, disait Yaoundé 7, qui avait fait une grosse bourde là, en soupçonnant un peu, en soupçonnant l'ECAM. Ce qui voudrait dire que malgré qu'il y ait des concertations, des séances collégiales au niveau communal, il y a des manquements. Nous souhaitons donc à l'issue de cette assise, que véritablement les résolutions qui seront prises, que l'ECAM puisse les proposer, parce que ce qui est sûr, très certainement, des acteurs vont faire des propositions ou des suggestions pour améliorer le processus électoral. Qu'à l'issue, l'ECAM puisse les proposer par leur voix au Parlement, au niveau du Parlement, pour que dans les années qui vont arriver, il n'y ait plus de contestation. Maintenant, pour ce que vous avez posé comme question, oui, comment... tout parti politique, déjà un parti politique, c'est pour acquérir le pouvoir. Hein, donc, nous, dans les partis politiques, c'est acquérir le pouvoir par le suffrage universel. Et donc, nous nous mobilisons chacun comme avec sa stratégie pour pouvoir gagner l'adversaire. Et ça me permet là de refaire une virgule sur l'entame de nos deux, de mes groupes pénalistes ici, celui du RDPC et le docteur Hilaire. Quand tout à l'heure, celui du RDPC avait une appréhension en disant que tel parti politique n'est pas un acteur majeur. Je voulais lui répondre que chaque parti politique a sa philosophie. Hein. Il y a des partis politiques
Pour eux, ce n'est que l'élection présidentielle. D'autres, ce n'est que M. Pal. Ce n'est naturellement pas le thème de la soirée parce que vous prêtez le flanc pour qu'il vous réponde aussi. Et celui qui est quand même sorti deuxième oui. dans une élection nationale, fut-elle surtout les présidentielles. Merci. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas un acteur Merci majeur. pour ces précisions. Hilaire Kamga a pris la peine de nous les donner. Hilaire Kamga, aujourd'hui, on a ce dialogue en prévision des élections qui arrivent. On parle d'élections apaisées. Est-ce que, au final, le dialogue est une panacée pour résoudre ce type de problème? Est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'une mise en scène où chacun vient jouer sa partition et où après, on dira encore qu'on a manqué le penalty, on a tiré le penalty, où on accusera Elekam de tous les noms. Finalement, quelles sont les lignes qui bougent? Qu'est-ce qui change avec ce dialogue? Vous posez une question importante. Je pense que j'ai aujourd'hui à tel âge où je n'ai pas besoin de faire de la flagornerie. Et je dois dire les choses comme elles sont. Poser une question directe, je vous réponds d'une manière directe. Ce n'est pas ce dialogue, ce genre de dialogue qui va faire avancer effectivement des lignes. Je peux être d'accord avec mon ami tout à l'heure, IRDPC, sur un volet précis. C'est-à-dire, très souvent on fait un procès extraordinaire à l'élection de Cameroun et on lui colle des adjectifs qui ne lui conviennent pas. Oui. C'est très important de le rappeler. La thèse que je soutiens en 1996 porte sur la constitutionnalisation du droit électoral. C'est-à-dire que c'est des questions centrales. Et le premier champ d'application, c'est en 1999, je le fais à Dakar. C'est nous qui concevons, qui travaillons sur la relecture du Code électoral sénégalais dans la mission onusienne. C'est ce que j'ai reproduit et dit au Premier ministre ici. Il faut changer un certain nombre de choses. L'élection de Cameroun ne doit pas être celui qui doit être accusé pour des conneries. Si on ne lui donne pas les pouvoirs nécessaires, ne lui demandez pas un résultat qui ne correspond pas au pouvoir qu'il a. La première fonction de l'élection, on l'a dit, c'est la pacification des rapports sociaux. C'est la première fonction, parce qu'il y en a 3 fonctions. Vous ne pouvez pas décider de la pacification des rapports sociaux quand vous créez des ambiguïtés déjà sur l'organisateur des élections. Donc, Elekam est dépouillé d'un certain nombre de pouvoirs fondamentaux. On a refusé la constitutionnalisation du droit électoral au Cameroun de manière fondamentale. Il y a quelques éléments qui sont entrés dans la Constitution, mais l'organe de gestion des élections n'est pas dans la Constitution. Et on continue de servir une contre-vérité aux Camerounais pour faire croire que l'élection de Cameroun, c'est le maître des élections. Il n'en est pas le maître total des élections. Ça aussi, il faut le clarifier. Qui est le maître? Non, il est le maître à un niveau. Aujourd'hui, dans le processus, dans la phase préélectorale, et peut-être électorale jusqu'à un niveau, il en est le maître. S'il ne l'est pas totalement, qui l'est? Non, il ne l'est pas totalement, puisque son rôle, sa mission devient partagée à partir d'un niveau. Ça, c'est du droit électoral qu'on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit aux Camerounais, c'est l'élection de Cameroun qui est le patron des élections. Il n'en est pas le patron central. Parce que sa mission, en tant que la transcendantalité de son pouvoir, s'arrête, comme j'aime à le rappeler, à partir de la commission communale. Parce qu'il faut noter que les élections aujourd'hui devraient s'organiser, depuis le consensus de 1991, par les commissions mixtes électorales, qui était le consensus de 1991, avec l'élection de Cameroun. Mais ces commissions, aujourd'hui, elles organisent avec les commissions, en collaboration avec les commissions, ça c'est l'expression du législateur en matière électorale. Et sa mission, c'est-à-dire que sa posture transcendantale s'arrête à la commission communale. À partir de la commission communale, pour monter aux 3 autres commissions qui sont en haut, c'est-à-dire la commission départementale, commission régionale, qui a été créée pour les élections régionales et sénatoriales, et la commission nationale de recensement pour l'autre, l'élection de Cameroun devient un acteur dans une posture non transcendantale, mais dans une posture pratiquement de dépendance vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que le patron de la commission communale n'a jamais été l'élection de Cameroun. Il est membre comme les autres. Et il ne peut donc pas répondre de quelque chose dont il est seulement membre. Il n'en est pas le patron. Ça, c'est un élément qu'il fallait régler. Et donc, il y en a plusieurs éléments qu'on devrait pouvoir rappeler. Donc, l'élection de Cameroun fait ce qu'il peut lorsqu'il y a eu des bagarres, les batailles que nous avions menées et tous les autres acteurs qui étaient concernés par ça, y compris le RDPC, quand on a dit, par exemple, le code électoral actuel, c'est un problème. Entre autres éléments qu'on revendique, c'est que la réforme du code électoral règle le problème, même de bicéphalisme qu'il y a au niveau de l'élection de Cameroun, parce qu'aujourd'hui, les acteurs se retrouvent en train de discuter sous la houlette de qui? Du président du conseil électoral, c'est-à-dire du conseil électoral de l'élection de Cameroun. Or, l'organisateur des élections au Cameroun, pour ce qui est de l'organisation jusqu'au niveau que je viens de vous dire, n'est pas le conseil électoral. Ce serait une mascarade. C'est le directeur général des élections qui est
le patron des élections jusqu'au ce niveau où je viens de vous parler. Parce que même pour les bureaux de vote, le Conseil électoral ne choisit pas les principaux acteurs qui vont dans le bureau de vote. Je rappelle ici que je suis en train de préparer une 4e édition d'un ouvrage sur les techniques de fraude électorale, 4e édition. Et dans cette 4e édition, on a 52 techniques de fraude électorale, en réalité. Et parmi ces techniques de fraude électorale, il y a presque 70% qui sont faits avant le jour des élections. Avant les jours des élections. Et avant les jours des élections, normalement, si on avait maintenu le rôle prédominant des commissions électorales, des commissions mixtes électorales, à la réalité, on aurait réglé cette question. Mais le législateur n'a pas cru devoir garder une posture forte aux commissions électorales. On a donné à Élections Cameroun, sans pour autant que le Conseil électoral, qui est supposé le grand patron d'Élections Cameroun, ait une influence sérieuse sur le fonctionnement des commissions électorales. Donc, en définitive, je vais dire quoi? Je vais dire que Élections Cameroun, M. Soucé et le président du Conseil font le travail qu'ils peuvent faire, mais pour qu'on en attende suffisamment d'eux, il faut reformer la loi électorale. Je vous relance sur cette question justement en prenant les faits du jour, l'annonce majeure qui sont ces chiffres qui ont été reconsidérés par Elections Cameroun. Naturellement, on salue l'honnêteté, la bonne foi, si on peut le dire ainsi, dont Elections Cameroun a bien voulu faire preuve après cette levée de bouclier de certains acteurs politiques. Mais est-ce qu'une fois de plus, ça ne confirme pas les appréhensions non seulement de l'opposition, mais également de certains acteurs de la société civile sur ce qu'ils appellent le plafond de verre, c'est-à-dire des chiffres limites au-delà desquels on ne devrait pas aller pour craindre de perdre éventuellement l'hégémonie? Non, écoutez, je ne suis pas de ceux qui postulent que par définition, Élections Cameroun doit manipuler les chiffres du processus. Non, je suis pas c'est pas mon postulat. Parce que la fraude se fait ailleurs. Élections Cameroun, c'est pas dans son intérêt, à la réalité. La fraude se fait où? Non, c'est pas dans son intérêt. On a un problème sérieux. Les acteurs politiques et les autres acteurs doivent comprendre les vrais combats qu'il faut mener. Parce que très souvent, je vois, on met le combat, il n'a pas publié à tel jour, c'était à tel autre jour, c'est un faux combat. Il y a le combat plus sérieux. Comme par exemple, ici, nous touchons la question, par exemple, de la biométrie électorale. Or, c'est un combat fondamental, mesdames. Nous sommes battus pendant des années pour qu'on ait une biométrie, mais on n'a jamais eu de biométrie. La question du toilettage du fichier n'en est pas... Oui, non, mais on est sur la question de la biométrie électorale. On a choisi, pendant que les gens sont battus pour la biométrie, lorsqu'on est venu donner une fausse biométrie au Cameroun, on a accepté. Or, en sciences électorales, la biométrie, comme dans d'autres sciences que je connais, renvoie à deux choses. Vous ne pouvez pas avoir l'un et croire que vous avez les deux. C'est-à-dire que la biométrisation électorale renvoie à, d'abord, la première partie d'identification. C'est pendant l'identification qu'on va mettre des empreintes. Mais si vous avez fait l'identification qui est la première partie et vous n'avez pas la deuxième partie qui est l'authentification, vous n'avez pas de biométrie. Parce qu'il faudrait que les empreintes servent à faire quoi, mesdames, en matière électorale? Ça sert à que lorsque celui qui a mis les empreintes pendant qu'il s'enregistrait, le jour où il doit voter, il faut qu'il y ait un élément sur lequel il met les empreintes pour qu'on sache que c'est le même individu. Donc, lorsque vous n'avez pas des kits pour la deuxième partie, vous n'avez pas de biométrie. Donc, la question ici des personnes, et là où j'accuse Élections Cameroun, et c'est tant mieux qu'ils aient pu faire marche arrière, parce qu'à la réalité, il n'était pas question, et je connais M. Soucé depuis au moins 25 ans, qui connaît le droit électoral, quand nous travaillions sur les élections, il était au MINAT, à la réalité. Donc, il ne peut pas, lui, penser que la mauvaise mise en application de la biométrie électorale, qui a amené à ses agents, à mal identifier les électeurs, doit être renvoyé comme une faute des électeurs en question. Ces citoyens n'avaient pas à faire une démarche supplémentaire pour aller s'inscrire. Donc, il devait reconnaître dès le départ que c'est sa faute, c'est la faute de ses appareils, et donc, de son point de vue, ne pas se permettre d'enlever le nom des citoyens au motif que leur biométrie... Défaut d'empreinte. Émile Messi, il parle de questions techniques. On a longtemps fustigé le matériel vieillissant d'enregistrement au niveau de l'organe en charge des inscriptions sur les listes électorales. C'est vrai que des promesses ont été faites dans le sens d'accueillir
l'acquisition de nouveaux matériels pour pouvoir pallier ce type de problème-là. Mais il y a d'autres problèmes également, dont l'arrière-pays, la représentativité de l'ECAM qui parfois fait juste un saut le temps d'un week-end pour enregistrer des fils de Camerounais. Est-ce que ça ne pose pas au fond la question des enregistrements et du toilettage du fichier électoral qui est souvent décrié? Et l'ECAM serait-il victime de ses propres handicaps? En réalité, non. Vous faites bien de poser la question. Il pose des problèmes techniques, comme vous venez de le dire, parce que c'est un technicien en la matière. Et je vais vous dire que le problème n'est pas là-bas. Moi, homme politique, je vais vous dire que le problème est dans le vote. Et le résultat qui sort des urnes. Les problèmes conjoncturels, les problèmes financiers, les problèmes existeront toujours. Aujourd'hui, ce que nous, acteurs politiques, disons, c'est quoi? Est-ce que le citoyen, puisque nous sommes en République, M. Itouké, est-ce qu'aujourd'hui le citoyen peut voter et que son vote soit pris en compte à partir de l'ECAM? Nous disons oui, à partir de la commission locale que nous appelons le bureau de vote. Moi, je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Il parle de 15 millions de soldats. En d'autres termes, de votants qui devraient aller bousculer les vieilles habitudes. C'est-à-dire qu'il faut aller aux élections. Et tout se passe justement au niveau du bureau de vote, qui est inclusif par rapport à la loi de l'ECAM. C'est-à-dire quoi? Au niveau du bureau local de vote, chaque acteur qui participe au processus électoral, je parle des hommes politiques, est représenté. L'administration est représentée. Tout le monde est représenté. Le résultat qui sort de là est publié solennellement, officiellement. Voilà Sauf que la ce nuance, que nous disons, devons dire donc sauf que la petite nuance, au peuple aujourd'hui, je suis totalement d'accord. cette faille, moi je dis que c'est une honte politique. C'est cette faille aujourd'hui, sur les 15 millions de soldats, que nous devons exploiter et dire que vous pouvez aller voter et contrôler le vote qui sera issu. Commission départementale, régionale, ça vient après. Mais l'essentiel... Vous en foutez un peu, mobilisation partisane. Oui. Ça veut dire que les problèmes au niveau de l'arrière-pays, elle est qu'on va se battre. On me parlait aujourd'hui de 29 500 bureaux de vote qui seront déployés sur à peu près plus de 8 millions d'électeurs. Ce sont des avancées. Sauf que la loi continue de dire que le PV d'élection de Cameroun balaye les autres PV. C'est ça le problème. Le problème, justement, on va adresser, nous sommes dans les... Je vous en prie. Chaque membre du bureau a le même PV signé par tous les acteurs. Nous sommes dans les dernières minutes du programme et on va... celui qui sera donc différent. Tout à fait. Nous allons aborder aujourd'hui ce point. Les partis politiques dits majeurs qui malheureusement posent des problèmes mais ne participent pas à ce dialogue. Dieudonné. Et si on ne va donc pas aux élections, que ferions-nous? Dieudonné. Le moment venu. Allez-y, je vous Voilà en les prie. deux problématiques pour nous aujourd'hui. Le que moi j'ai La participation très concrètement Oui. dans les commissions communales, là, généralement tous les acteurs présents, c'est-à-dire que ce soit les partis politiques, bref, tous ceux qui sont souvent là rentrent souvent avec leur PV. Sauf que la loi dit qu'il y a un qui fait foi. Le problème, oui, C'est la loi qu'il faut changer. C'est vrai qu'il y a Oui. Nous allons Il faut qu'il soit donc différent. Justement, on va évoquer les Mais il doit être le autres même. propositions Merci. à côté du dialogue. Permettez, mais il y a autre chose. Au moment où l'ECAM consolide les données, tous les acteurs ne sont plus là. Et là, ils viennent donc vous donner des statistiques comme ils veulent. Et c'est ça donc le défi. C'est là le grand problème. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait bien que, quand ils s'asseyent comme ils sont assis aujourd'hui là, Oui, qu'ils que ça évoquent soit les pas vraies juste- questions. Ça ne soit pas juste cosmétique. Oui. Certainement, les gens vont poser les problèmes là-bas. Et l'année prochaine, nous allons remettre la même chose. Il faudrait bien qu'ils prennent en compte qu'au niveau de la consolidation des données, que toutes les parties soient également soient représentés. Faustin, justement, il nous reste 3 minutes pour conclure ce programme. Vous avez peut-être, dans un premier temps, le mot de la fin. On a le dialogue qui est évoqué aujourd'hui comme modalité principale de préparation des acteurs
électoraux, aux éventuels conflits post-élection, mais il y a d'autres modalités qui sont prescrites par les autres acteurs, la société civile, l'opposition, les universitaires. Pourquoi elles n'ont pas le même succès que le dialogue qui est tout ce que les autres acteurs pensent et disent relève peut-être de la légitimité. Oui. Les acteurs qui ont la légalité avec eux, c'est Elecam, que les Camerounais connaissent, le conseil électoral que les Camerounais ne connaissent pas. Oui. Donc, la légalité est du côté d'Elecam. Or, vous savez, la légalité n'est pas nécessairement ce qui est juste ou bien ce qui est légitime. Il y a eu, l'esclavage a été légal, l'apartheid a été légal. Au Cameroun, par exemple, la polygamie est légale, vous comprenez? Donc, il y a des choses qui sont légales qui ne sont pas tout à fait normales. C'est pour dire... D'un point de vue purement traditionnel, la polygamie n'est pas une mauvaise chose. C'est pour ça que je vous dis, nous avons les pieds dans nos racines anthropologiques et nous voulons vivre comme aux États-Unis où on voit les élections, on veut... C'est pas possible. Oui. Donc, le processus électoral nécessite certaines choses. La capacité de choisir. Nous n'avons pas ça en nous, c'est encore très loin de notre ADN. Donc tout ce que nous faisons, c'est un peu du saupoudrage. Ceux qui ont écrit les tests d'Elecam, ils sont certainement bien conscients des biais qu'ils ont mis. Le docteur Elecam le dit clairement. Il y a un test qui dit, en cas de contestation, le seul PV qui fait foi, c'est celui d'Elecam. Ça veut dire que si jamais on va devant un juge, tous ceux qui viennent avec leur PV, ça ne fait pas foi. On peut raconter ici que oui, il faut d'abord que ce soit différent et tout. Ça ne fait pas foi. La légalité n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. C'est une question de pouvoir. Or, le pouvoir est organisé de telle manière actuellement que Elecam ait toutes les cartes en main. Les informaticiens d'Elecam, vous les connaissez? Non. Il y a combien de commissions communales d'Elecam? 360, parce que nous avons 360 communes au Cameroun. Chacune fait un travail qui agglomère les résultats. Vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas moyen d'avoir accès à ces informations. Donc, il y a tellement de biais par lesquels, en amont, on peut viser le processus électoral qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, en dehors de la volonté, en dehors de la foi, en dehors de prier pour que ça se passe bien, de dire qu'un Camerounais sera sa voix, son vote. Techniquement, ce n'est pas matériellement possible. Hilaire Kamga, brièvement, 2 secondes. On a d'autres propositions de la part des acteurs qui, justement, en général, prennent part à cette plateforme, à ce dialogue-là. On a le Revicode, par exemple, qui a été proposé par la plateforme des partis politiques d'opposition qui souhaitent changer la loi électorale. Est-ce que c'est des propositions pertinentes qui peuvent être, par exemple, abordées dans le cadre de cette plateforme qui est monitorée par Elections Cameroun? Je fais partie d'une plateforme, la société civile, qui travaille là-dessus. On a des propositions sur la table. La seule chose que je vais dire, puisqu'on est à la fin de votre émission, je voudrais juste rappeler que si tout le monde, tous les acteurs ont compris la fonction principale de l'élection, qui est la pacification des rapports sociaux, on doit s'accorder avec M. Biapol et tous les autres acteurs qui sont arrivés à la conclusion qui s'impose. C'est-à-dire que il faut changer le code électoral. J'ai cite bien M. Biapol, qui, au sorti de l'élection de 2013, lui-même a dit, en exemple après, qu'il faut faire des aménagements. Tous les acteurs l'ont dit, y compris Élection de Cameroun, c'est écrit noir et blanc. On ne peut pas postuler qu'on est en train d'œuvrer pour la pacification des rapports sociaux et maintenir un code électoral conflictogène. Et ce code électoral est insusceptible de produire la rencontre entre la légitimité et la légalité, qui seul pacifie les rapports sociaux. Donc la seule revendication qui est fondamentale, et même pour aider l'élection de Cameroun à faire bien son travail, c'est d'accepter un débat public, un véritable dialogue sur le code électoral qui, lui, devrait être consensuel pour essayer d'apaiser les gens et que tout le monde soit d'accord que les règles de jeu qui nous amènent à octobre 2025 sont des règles acceptées par tous les acteurs au processus. Ce n'est qu'en cela qu'on aura des élections apaisées. Merci d'avoir participé à ces échanges. Merci Émile Messi qui a porté ici la voix institutionnelle, on va le dire comme ça en général, acteur politique prégnant sur la scène camerounaise. Merci Dieudonné Atemengue et Somba, vous cumulez des noms, des patronymes célèbres. Président du PDCC, d'avoir participé au débrief de l'actu aujourd'hui. Faustin Etouké, c'était un plaisir de vous avoir en plateau après une longue période. Moi qui vous remercie. C'est déjà l'hiver sur votre plateau. C'est
C'est l'hiver véritablement. On me fait signe à la technique d'aller un peu plus vite. Merci Hilaire Kamga de nous avoir fait bénéficier de votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On n'oublie pas les internautes qui sont toujours au taquet pour nous suivre et pour laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Merci aux équipes techniques mobilisées à Yaoundé comme à Douala pour vous servir vos différents programmes. Juste derrière la réclame, Aimé Catherine Moukouri va vous tenir en haleine pendant une trentaine de minutes dans le cadre du journal télévisé, le 19h50 de Canal 2 International. Restez des nôtres.